Bonjour à tous, Colline Vincent, donc je viens de la catégorie pédagogique de la Haute École de la Ville de Liège et je vais animer cette matinée avec Fulvi. Donc ce qu'on va vous proposer de faire maintenant, c'est suite au témoignage que vous venez de visionner, de venir enrichir le nuage de mots que vous avez déjà constitué avant d'écouter ce témoignage. Il y a plein d'éléments, plein de mots-clés, je pense, qui sont soulevés par les deux enseignants. Et donc on va vous laisser un petit temps pour essayer de venir enrichir ce premier nuage de mots par d'autres mots-clés que ce témoignage vous aurait évoqués. Ça s'enrichit. Je vais déjà essayer de faire quelques premiers commentaires. Je vois que, en tout cas, le mur s'est bien enrichi. Ça, c'est plutôt positif. C'est que le témoignage vous a éclairé, en tout cas, apporté un exemple concret qui a permis d'illustrer toute une série de concepts sur lesquels je ne vais pas pouvoir revenir, en tout cas pas sur tous. On voit en tout cas que parmi les concepts que vous aviez évoqués dans un premier temps, la motivation reste bien présente, mais on voit d'autres concepts qui sont renforcés, qui apparaissent de manière plus importante dans ce deuxième temps. Étudiant actif, on l'avait déjà évoqué, a été renforcé par le témoignage. On voit apparaître des notions comme l'interdisciplinarité, l'autonomie, la collaboration, qui sont, on vous remercie, des éléments sur lesquels on va pouvoir revenir dans le cadre de notre exposé plus théorique. Alors, on voit apparaître une dimension qui est plus évaluative, qui, je pense, n'apparaissait pas dans le premier temps. L'idée d'un contexte, d'une dimension concrète du sens donné aux apprentissages. Donc on voit effectivement, je ne vais pas faire le commentaire complet, sinon je ne ferai plus d'exposé théorique, mais on voit effectivement qu'il y a toute une série d'éléments que ce témoignage évoque chez vous qui sont clairement bien ancrés dans l'apprentissage par projet. On va passer maintenant au témoignage, pas au témoignage, à un exposé plus théorique, dans lequel vous allez voir qu'il y a de nombreux liens avec le nuage de mots que vous venez de réaliser. Alors, avant de passer à l'exposé théorique, peut-être aussi rappeler, aussi bien pour vous, mais vous aurez la possibilité de poser des questions en direct pour ceux qui sont dans la salle, mais pour les personnes qui regarderaient éventuellement qui assisteraient au rallye en ligne, il y a la possibilité via le mur Twitter de poser également des questions, et donc après chaque intervention, il y aura une question Twitter qui sera à laquelle nous répondrons. Nous tâcherons de répondre. Alors, premier petit élément, donc tout d'abord, le travail que Fulvi et moi on va vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas notre travail à toutes les deux, mais le travail d'une équipe. Isabelle Lambert et Laurent Leduc sont présents avec nous aujourd'hui, et Dominique Verporten de l'ULG a également travaillé avec nous sur cette présentation, mais ne pouvait malheureusement pas être présent aujourd'hui.
Autre précision liée au contexte, on va ici vous donner une vision du projet qui ne se veut évidemment pas être ni exhaustive ni prescriptive. Le projet, c'est une notion qu'on retrouve beaucoup actuellement, aussi bien dans le milieu scolaire, le milieu académique qu'en dehors. Dans votre vie courante, dans le milieu de l'entreprise, cette notion de projet est assez présente. Donc on va vous donner des éléments, toute une série d'éléments de réflexion qui vont, on l'espère, pouvoir vous aider à penser un projet que vous voudriez mener, un projet que vous menez déjà dans le cadre de votre métier d'enseignant. Mais ce seront toute une série d'éléments qui vont vous aider à réfléchir et on va être ici vraiment dans l'idée de s'outiller pour penser l'apprentissage par projet. Alors, petite précision aussi, vous allez voir, on sait que en tant qu'enseignant, c'est pas très bien, on a fait des dias très chargés. Donc, on va vous expliquer la raison pédagogique de ces dias très chargés, c'est que le support sera accessible en ligne par la suite. Il est accessible en ligne pour les personnes qui assistent à la conférence. Et donc, l'idée c'était que vous puissiez après retrouver toute une série de ressources d'éléments au travers de cette présentation. Donc voilà, on s'excuse pour les personnes qui vont devoir lire l'ensemble de ces dias qu'on va commenter, mais l'idée c'est qu'après vous puissiez avoir une trace relativement complète de l'exposé. Donc on a choisi ici une définition du projet, ensemble d'opérations accomplies par un ou plusieurs acteurs qui visent une réalisation précise dans un contexte particulier et dans un laps de temps déterminé. On a choisi une définition volontairement qui se veut assez large, dans le sens où on pense que, en fonction du contexte de formation dans lequel on va travailler l'apprentissage, utiliser l'apprentissage par projet, le projet en lui-même va varier et donc la définition pourrait varier à chaque fois selon le contexte. Donc on a choisi ici une définition qui se veut assez large pour que d'une certaine manière chacun puisse s'y retrouver. Toute petite précision, on souhaitait aussi faire un tout petit rappel pour faire une distinction entre une autre méthodologie qui est assez proche de l'apprentissage par projet, qui a d'ailleurs été évoquée ce matin assez rapidement, mais c'est la résolution de problèmes. Donc il y a l'apprentissage par résolution de problèmes ou l'apprentissage par projet. Toute petite distinction, c'est que l'apprentissage par résolution de problèmes, on part vraiment à ce moment-là d'une situation qui pose problème et la petite métaphore ici employée dans le mémo de l'IPM, c'est la boule de nœud à défaire. Donc on part de ce problème qu'on va analyser et l'objectif est vraiment de résoudre ce problème en passant aussi par différentes étapes. Ici, on va davantage se concentrer sur l'apprentissage par projet, où le point de départ va vraiment être le produit qu'on vise, qui va pouvoir être, ces produits vont pouvoir être assez variés, mais on va être plutôt sur l'idée d'une cible à atteindre et on va mener une démarche, se poser des questions pour réussir à atteindre cet objectif, cette cible, ce produit qu'on vise. Alors, avant de revenir sur toute une série de paramètres auxquels on a pensé, il nous semblait qu'il y avait deux éléments qui étaient incontournables dans l'apprentissage par projet. Le premier est qu'on est ici face à une performance qui est complexe. Les étudiants vont réaliser une performance complexe qui va les amener à mettre en œuvre, à mobiliser toute une série de connaissances étant entendues ici comme des connaissances qui peuvent être déclaratives, théoriques, des connaissances plus pratiques, des savoir-faire, et ce que Tardif appelle aussi des connaissances conditionnelles, c'est-à-dire quelles connaissances théoriques et quelles connaissances plus pratiques vont m'être nécessaires dans la situation face à laquelle je me trouve. Autre élément qui nous semblait vraiment important et incontournable dans l'apprentissage par projet, c'est vraiment une réflexion sur la posture de l'enseignant. Donc Galland et Freinet qui ont mené une expérimentation, qui ont révisé en fait tout un programme d'enseignement universitaire, de formation d'ingénieurs au travers de l'apprentissage par projet, ont vraiment essayé d'analyser ces changements de posture, chez l'enseignant et chez les étudiants, et ils constatent vraiment que l'enseignant n'est plus simplement un expert, mais est aussi amené, comme c'était évoqué dans le témoignage que vous avez pu écouter, à devenir une personne ressource, à prendre une posture qui serait plutôt une posture d'accompagnateur au fil du processus. Et donc, ce changement de posture, il nous semble indispensable de le penser quand on décide de mener un projet avec ses étudiants. Alors, le choix qu'on a fait ici, dans le cadre de cet exposé, c'est de réfléchir à toute une série de paramètres
pour lesquels justement on peut essayer de se situer. Vous allez le voir, à chaque fois on vous propose une forme de continuum par rapport à ce paramètre, et donc chacun de ces paramètres peut être analysé quand on décide de mettre en œuvre un projet. Et c'est d'ailleurs à ce type d'exercice qu'on va pouvoir, pour les personnes qui ont la chance d'être ici aujourd'hui, se prêter sur base des différents témoignages qui suivront l'exposé théorique. Premier paramètre, c'est l'authenticité. Alors, quand on vous parle ici d'authenticité, c'est d'essayer de s'interroger sur quelle est la dimension authentique ou moins authentique de la situation, du projet qui va être mené par les étudiants. Donc, comme vous le voyez ici, on peut imaginer que la situation, elle est réelle, plus réaliste ou fantasy. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un projet qui est plutôt un projet authentique, comme le projet qui vous a été présenté dans le témoignage, où les étudiants sont amenés à construire une évaluation sur base d'une séquence qu'ils n'ont pas donnée, mais qui a été effectivement donnée par les enseignants qui ont fourni les séquences d'apprentissage, et les évaluations vont être utiles aux enseignants. Donc, la production va avoir un rôle dans une situation réelle. On peut être sur des situations qui sont plus simulées, c'est-à-dire on imagine une réalité professionnelle, et donc les étudiants vont se projeter dans cette réalité professionnelle, imaginer une production qui aurait du sens dans une réalité professionnelle, mais qui ne va pas être réellement mise en œuvre. Donc là, on est plutôt sur des projets de type simulation. Avec, pour rappel aussi, dans les enjeux, évidemment, la motivation. Vous l'avez bien vu dans le témoignage, on parle vraiment de cette motivation des étudiants, et la possibilité, on pense, plus on va vers une situation qui est authentique ou proche d'une réalité professionnelle, plus on peut espérer que le transfert dans la réalité professionnelle se fera facilement. Deuxième paramètre, l'interdisciplinarité. Alors l'interdisciplinarité, on peut l'envisager de deux manières, donc en parlant plutôt de liens intradisciplinaires, c'est-à-dire on décide de mener un projet dans son cours et de lier différentes thématiques abordées au sein d'un même cours, différents sujets. Et donc c'est le projet qui va permettre de créer des liens entre ces différents éléments qu'on aborde soi-même dans son propre cours. Ça c'est pour un projet qu'on mènerait dans un seul cours. On peut aller vers une approche qui se veut alors plus interdisciplinaire et qui va permettre à ce moment-là de créer des ponts, des liens entre des contenus abordés dans différents cours, pour aller jusqu'à éventuellement tout un programme. Quand on évoquait l'exemple de Galland et Freinet, ils ont travaillé le projet dans le cadre du programme d'ingénieur, et donc là il y a différents cours qui sont concernés. On peut imaginer, comme c'était le cas du projet présenté dans le témoignage, un projet qui concerne deux cours. Ici, il parlait, on va lier des contenus liés à l'évaluation des apprentissages et à la géographie. Donc là, on fait un lien entre deux cours, et donc ça, c'est aussi un paramètre sur lequel on peut s'interroger. Avec, dans les enjeux, je me souviens pas, la dimension de travail en équipe, et je pense que le témoignage de Grégory et Gaëtan illustre bien la richesse qu'ils ont trouvée dans cette collaboration, dans cette manière d'enseigner ensemble des contenus qui se croisent, et la dimension, à nouveau, le lien avec la dimension authentique. Je pense que dans des situations professionnelles, on retrouve souvent cette dimension interdisciplinaire qui peut être mise en évidence dans le projet, et donc le sens que ça peut lui donner. Troisième point de réflexion, c'est ce qu'on a appelé le délivrable, l'output, qu'on pourrait appeler aussi la production, le produit. Et donc c'est s'interroger sur qu'est-ce qui est attendu, quel est l'objectif, on parlait tout à l'heure de la cible à atteindre, qu'est-ce qui va être mis en œuvre dans le projet pour donner naissance à cet output, ce délivrable. Donc on retrouve souvent dans les aspects de définition la dimension concrète, et vous l'aviez évoqué dans le nuage de mots tout à l'heure. Donc les projets dont l'un des objectifs est de fabriquer un produit final servent à relier ce qui est appris en classe aux expériences vécues en dehors de la classe. Et donc, cet output, il peut être, justement, si on est dans un projet authentique, ce qui va se retrouver en dehors de la classe, notamment ici les évaluations qui ont été produites dans le cadre du dispositif projet et qui ont après pu être testées dans les classes par les enseignants qui avaient fourni les séquences d'apprentissage. Alors Béchard, il parle d'extrants, en faisant notamment aussi référence au rapport écrit. Si certains d'entre vous ont déjà mené des projets, on accompagne parfois ce produit final d'un rapport écrit qui permet aussi aux étudiants de s'interroger sur la démarche qu'ils ont menée, de venir peut-être justifier, éclairer le produit qui est proposé à la fin du projet. Alors il y a une
très grande diversité possible, évidemment, en fonction de la formation et du cursus dans lequel va s'intégrer ce projet. On vous a mis ici toute une série d'exemples. Une formation, un film, un concert, la production d'un jeu, d'une maquette. L'intérêt vraiment, c'est de se poser la question, quel est le sens de cette production par rapport au contexte de formation dans lequel va se dérouler le projet. Quatrième paramètre, c'est réfléchir à la manière dont on va grouper ou ne pas grouper les étudiants. Puisqu'on voit ici, on peut pourquoi pas envisager un projet qui serait un projet plutôt individuel. Chaque étudiant emmènerait son propre projet vers un projet collectif qui pourrait être un projet mené par un groupe classe avec des intermédiaires où on va peut-être constituer des groupes d'étudiants, comme c'était le cas dans le témoignage, avec, ils évoquent ici des groupes de 4 à 6 étudiants. Alors pour de nombreux auteurs, quand on fait le tour de la littérature, on va quand même s'orienter vers des projets qui sont menés principalement en groupe, puisqu'on lit vraiment à l'apprentissage par projet une dimension collaborative ou coopérative. Donc ça peut être un objet d'apprentissage à part entière, c'est apprendre à collaborer, à coopérer pour réaliser, pour mener à bien un projet ensemble. Autre élément qui nous semblait intéressant de retenir, c'est que le fait de faire travailler les étudiants en groupe, en petit ou en grand groupe, nous invite aussi évidemment à garder un œil sur comment va se dérouler ce travail de groupe. Dans le témoignage, il parle ici des moments de conseil où les étudiants vont se rassembler en collectif, mais vont aussi revenir sur les modes de formation, les modes d'organisation, de formation mis en place, avoir leur mot à dire. Donc je pense que il est indispensable aussi de se poser la question des temps de régulation. Quand on fait travailler des étudiants en groupe, il est vraiment important de leur proposer à certains moments des temps de régulation pour qu'on puisse revenir sur le fonctionnement des différents groupes. Alors, autre question qu'il se pose souvent, puisque même en dehors de l'apprentissage par projet, vous avez peut-être certainement eu l'occasion de faire travailler vos étudiants en groupe, c'est toujours la question du mode de groupement. Alors, il n'y a pas malheureusement de recette magique pour regrouper les étudiants. On a juste ici voulu vous faire part de différents critères qu'on peut prendre en compte quand on décide de regrouper des étudiants, mais tout en ayant bien conscience que chacun a leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc, on peut décider ou de laisser les étudiants se regrouper par affinité. Alors oui, c'est vrai qu'il y a peut-être de la motivation à travailler ensemble parce qu'ils sont contents de se retrouver, mais après avec d'autres dérives d'associations plus stratégiques, on peut décider d'imposer les groupes puisqu'on se dit on va peut-être pouvoir faire des compositions intéressantes en lien avec peut-être une forme d'hétérogénéité. Maintenant, le fait d'imposer les groupes nécessite de bien connaître ses étudiants et parfois on mène des projets avec des étudiants qu'on découvre et donc c'est assez difficile à ce moment-là de composer des groupes avec une composition réfléchie. Et puis il y a toute la dimension homogène ou hétérogène du groupe qui comporte aussi ses avantages et ses inconvénients. Je vais passer la parole à Fulvie. Me revoilà. Donc, on continue sur les paramètres. Le 5e paramètre est l'accent sur le processus. Donc, Hubert parle de 3 types de temps dans ce processus et Gaëtan dans la vidéo les évoque assez bien. C'est le temps de réalisation que lui appelait le temps de production. Donc c'est les moments où on est en train de produire. On fait tout ce qu'il faut, on recherche, on discute, on aligne tout un ensemble de tâches qui va nous permettre d'atteindre le but visé et donc de réaliser la production. Le 2e type de temps, ce sont les temps didactiques où on fait plutôt un éclairage, on décontextualise à ce moment-là, on sort du projet en lui-même, de la production, et on essaye de voir ce qu'on a appris ou de fournir des apprentissages qui vont nous permettre d'aller vers la production. Le 3e type de temps, ce sont les temps pédagogiques, et donc ce que Gaëtan et Grégory appelaient les temps de conseil, où là on est plus en réflexivité sur le processus, sur les apprentissages menés, sur la façon dont le groupe fonctionne, et sur la façon dont il prend les décisions. Voilà. Alors, il me semblait bien. Donc l'accent sur le processus, il me manquait une dia. On peut mettre évidemment très fort l'accent sur le processus ou le mettre plus sur le produit. Il y a des projets où les enseignants décident, donnent une production à faire à leurs élèves et puis ne vont pas réguler le processus, ne vont pas intervenir sur le processus. Ils n'interviennent plus du tout jusqu'au moment où ils récupèrent la production, ils évaluent cette production. Ça ne veut pas dire que le processus n'a pas lieu. Donc puisque les étudiants, ils mettent en
en œuvre un processus, mais il n'y a pas d'intervention sur ce processus. D'accord ? L'enseignant fait le choix à ce moment-là de laisser les élèves en totale autonomie et n'évalue pas du tout ce processus. L'importance, pour se situer sur ce continuum, l'importance du produit ou du processus, c'est de savoir quels sont les objectifs qu'on poursuit en tant qu'enseignant. Est-ce qu'on décide de travailler sur le fonctionnement du groupe? Est-ce qu'on décide de travailler les objectifs transversaux? Ou est-ce qu'on est juste, on est juste centré sur les objectifs disciplinaires et c'est juste avec ça qu'on veut travailler avec nos étudiants. Donc, 6e paramètre, c'est la gestion de l'adhésion. Alors ça, c'est un paramètre qui me semble particulièrement important et qui apparaissait d'ailleurs assez bien dans dans le nuage de mots, puisque l'aspect motivationnel apparaissait clairement. Et donc, pour que l'adhésion, la mobilisation des étudiants soit effective, il est important à la fois de leur laisser le choix sur certaines choses, alors on peut se demander sur quoi, on y viendra après, et leur laisser aussi une part du guidage, du pilotage du projet. Donc l'enseignant doit décider sur quoi est-ce que je laisse le choix et à quel point est-ce que je pilote moi-même, est-ce que j'impose les étapes et à quel point est-ce que je les laisse gérer leur projet. Certains auteurs disent que la nécessité, c'est de laisser le choix aux participants sur le comment. D'autres disent qu'il faut permettre la négociation pour favoriser la mobilisation. Donc ça, dans la vidéo de Greg et Gaëtan aussi, il parlait de négociation au moment du contrat. Hein. On présente le contrat aux élèves avec des choses qui ne sont pas négociables, comme les objectifs d'apprentissage qu'on poursuit. Ça, ce sont les enseignants qui les décident. Et puis, des éléments qui sont négociables. Et notamment, il parlait de la façon dont les élèves allaient être évalués, comme ils travaillaient le sujet, l'objet d'apprentissage était notamment l'évaluation, ils avaient décidé que les étudiants devaient décider comment eux-mêmes ils devaient être évalués. Et donc pour décider ça, ils devaient effectivement réfléchir aux différents modes d'évaluation, à ce que ça apportait à leur propre formation. Donc voilà, la partie négociation est importante. Perrenou dit que chacun doit pouvoir s'impliquer activement selon ses intérêts et ses moyens. Alors ça veut dire que tout le monde ne fait pas la même chose au même moment. Et une bonne façon d'impliquer les élèves, c'est de leur permettre de prendre des responsabilités. Et quand on prend une responsabilité, elle nous appartient, on en fait un peu ce qu'on veut, et on a probablement plus de cœur à essayer qu'elle soit menée à bien. Alors que quand tout le monde est responsable, personne ne l'est vraiment. La responsabilité est diffuse et peut-être que les choses ne se mettent pas en place de la même façon. Donc les enjeux, ce sont les apprentissages transversaux et pas transdisciplinaires, de gestion de projet, de prise de décision, de consensus, parce que l'apprentissage du consensus est vraiment important. Quand on entre dans un milieu professionnel, il me semble essentiel de pouvoir faire des consensus, donc de pas s'écraser, mais de pas non plus apposer ses idées, de pouvoir écouter celles des autres, de négocier, d'échanger des arguments, et puis de parvenir à quelque chose de commun qui appartient à chacun. Et enfin, ça joue énormément sur les représentations motivationnelles. Alors, à ce niveau-là, on peut faire... Je ne sais pas si j'ai le temps. Combien de temps est-ce qu'il me reste ? 5 minutes. Donc peut-être que je vais passer au paramètre suivant. Je ne vais pas développer cet aspect-là, ce qui est vraiment dommage, parce que les représentations motivationnelles me semblent un élément clé dans la pédagogie du projet. Bon. Si j'ai encore le temps, j'y reviendrai. Le balisage. Alors le balisage, là, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Pour justement aider et favoriser l'adhésion, on peut baliser le projet de différentes façons. Alors d'abord, on peut évoquer les phases habituelles du projet. Donc j'ai mis habituel parce que tous les auteurs parlent de ces 4 phases et ils les appellent de façon différemment. De l'un à l'autre, les termes changent, mais en soi, les étapes restent les mêmes. D'abord le lancement et la définition du projet. Ensuite, l'organisation et la planification. Enfin, la réalisation et l'évaluation. Alors on parlera de l'évaluation après. Donc le balisage peut être contraignant ou pour les étudiants, bien sûr, ou plutôt libre. Et donc, pour contraindre les étudiants à toute une série de choses, on peut proposer des objectifs obstacles. Alors, les objectifs obstacles, c'est des éléments par lesquels les étudiants doivent passer et
alors qu'il pourrait éventuellement les contourner pour arriver à la production. Donc si on ne mettait pas ces objectifs obstacles, ils pourraient quand même arriver à la production, mais nous, en tant qu'enseignants, on décide qu'ils doivent apprendre certaines choses. Et par exemple, on y revient à cette manière d'être évalué dans le témoignage de Grégory et Gaëtan. La manière d'être évalué devait être discutée entre eux, et c'était un objectif obstacle imposé par les enseignants parce qu'il leur semblait nécessaire d'en discuter en groupe pour les apprentissages des étudiants. Les productions intermédiaires, on peut demander des productions intermédiaires en se disant on va les évaluer, comme ça les étudiants vont pouvoir savoir, vont comprendre où ils en sont et vers quoi ils doivent aller, s'ils sont dans le bon chemin ou pas. Voilà. Les échéances datées ou non. Donc on peut choisir de mettre des échéances par rapport à ces productions intermédiaires ou de les laisser libres. Et alors à ce moment-là, c'est le groupe qui va plutôt planifier son travail lui-même. Et enfin, la présence de feedback régulateur. Et ça me semble un aspect essentiel. Non seulement la présence, mais également la nature. Comment est-ce qu'on rend un feedback? Est-ce qu'on rend un feedback en disant c'est bien, c'est pas bien, vous êtes sur le bon chemin ou pas? Ou est-ce qu'on évoque des qualités plus précises de ce qui est produit jusqu'à présent? Voilà, alors il faut faire attention aux dérives productivistes, technicistes ou spontanéistes. Productivistes où le prof aurait tendance à vouloir absolument arriver à un produit de qualité, donc il va prendre les choses en main, il va commencer à faire lui-même. Et à ce moment-là, il prend un peu le projet, le produit hors des mains des étudiants. La dérive techniciste où le prof va expliquer à chaque fois comment faire. Et à ce moment-là, il n'y a plus vraiment d'autonomie sur le processus de la part des étudiants, ils deviennent juste des exécutants. Et enfin, la dérive spontanéiste où l'enseignant va avoir tendance à justement ne pas vouloir intervenir et donc éviter les temps didactiques en ayant peur de prendre trop la main sur le produit ou sur le processus. Et à ce moment-là, le produit et surtout les apprentissages risquent d'être faibles. Donc voilà. Donc les enjeux sont bien les apprentissages et disciplinaires et liés à la gestion de projet. Les enjeux de ce balisage. Il faut savoir combien de temps didactique est-ce qu'on met, parce que ça, c'est les temps didactiques qui sont souvent liés aux apprentissages disciplinaires. Et puis, par rapport à la gestion de projet, à quel point est-ce qu'on permet aux étudiants d'augmenter leurs compétences en gestion de projet. Le 8e paramètre est la durée. Donc la durée, ça peut aller de quelques heures de formation à une année ou plus. Quand on voit le projet de Galland et Freinet évoqué par Colline tout à l'heure, on voit que là, ils ont mené un projet sur plusieurs années de formation. Mais les auteurs disent que le projet nécessite quand même une durée qui permet le tâtonnement, l'essai-erreur et l'évolution des démarches et des représentations, et également la régulation. Donc, il est nécessaire, lorsque un projet est relativement long pour les étudiants, qu'ils réalisent un plan d'action et un planning, et qu'ils développent ces compétences-là. Et Galland et Freinet, en conclusion, enfin une des conclusions de leur étude et du projet qu'ils ont mené du changement de programme, souligne l'importance de prévoir du temps pour ajuster. Et je pense que Gaëtan et Greg aussi, même si leur projet n'est pas très long, puisqu'il dure 2 semaines, 33 heures réparties sur 2 semaines, ils disent que quand même, ces temps de conseil étaient des moments qui leur permettaient d'ajuster pour la seconde semaine, pour la seconde partie du projet. Donc c'est important d'y penser, de les prévoir sur tous ces temps-là. Et enfin, dernier paramètre, l'évaluation. Le dernier, mais pas le moindre, puisque le projet étant un élément complexe, un dispositif complexe où tout le monde ne fait pas la même chose en même temps, eh bien, c'est difficile d'évaluer exactement ce que les élèves, les apprentissages des élèves et des étudiants. Ils n'apprennent pas tous la même chose en même temps et ils n'apprennent peut-être même pas tous la même chose tout court, parce que parfois certains prennent des responsabilités que d'autres ne prendront pas dans le cadre du projet. Donc on peut choisir d'évaluer uniquement le processus ou uniquement le produit, ou bien de se situer un petit peu entre les deux, d'évaluer à la fois le processus et le produit, comme cela vous a été présenté dans le témoignage. On peut choisir de faire une évaluation formative et ou certificative. Alors, qu'est-ce qu'on évalue ? Qui évalue d'abord ? Il y a 3 types
d'acteurs qui peuvent évaluer. Ça apparaît également dans le témoignage. Ce sont les étudiants qui vont faire une auto-évaluation de leurs produits ou qui vont discuter et essayer d'évaluer le fonctionnement de leur projet. Les commanditaires du projet, ici dans le témoignage, ils correspondent évidemment aux 3 enseignants qui ont donné leur séquence de cours et grâce auxquels les étudiants ont pu construire leurs évaluations. Et enfin les enseignants, les professeurs, qui ont effectivement tout à fait le droit d'être impliqués dans l'évaluation aussi bien du produit que du processus. Alors quand est-ce qu'on évalue? On peut évaluer à tout moment par la régulation, par les feedbacks, par l'accompagnement qu'on fournit. Ça va être de l'évaluation formative à ce moment-là, mais c'est quand même un type d'évaluation. On peut évaluer à la fin de certaines étapes, comme dans le témoignage, ça a été évoqué par Greg, qui dit qu'ils évaluent à la fin de la première semaine. Et enfin, on peut évaluer en fin de parcours. D'accord? Donc voilà, à ce moment-là, on peut évaluer et le processus et le produit à la fin du projet. Qu'est-ce qu'on évalue? On évalue à la fois la progression de chacun et puis la progression du groupe. On évalue la qualité du produit, de l'objet, de l'output. On peut évaluer l'atteinte des objectifs visés. Donc les enseignants ont visé certains objectifs, mais on peut en évaluer l'atteinte selon des critères qu'on a déterminés au départ. Et ça, ces critères-là, ils ont été déterminés par Grégory et Gaëtan avec les étudiants dans le cadre de leur projet. On peut évaluer le fonctionnement du groupe et puis le processus mis en place. Par quelles étapes est-ce qu'on est passé? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on a été trop vite sur une étape ou trop lentement, justement, sur l'une d'entre elles? Ça, ce sont toujours en fonction des objectifs et des finalités que l'enseignant se fixe, évidemment. Comment est-ce qu'on évalue? Voilà, toute une série d'idées. On pourrait faire une liste bien plus longue que celle-là, probablement. Il y a des outils qui apparaissent et qui sont assez bien fournis. Dans un guide qui s'appelle le guide du projet tutoré, qui est un guide mis en ligne par l'université, le service de pédagogie de l'université de Toulouse. Donc vous pouvez facilement le trouver en ligne. Et là, il y a toute une série d'outils très concrets pour l'évaluation d'un projet. Alors on peut évaluer via des feedbacks de régulation, je l'ai déjà dit, via un journal de bord, un portfolio complété par les apprenants. Ça se fait. Il y a toute une série, toute une littérature qui se crée peu à peu sur le portfolio. Par des grilles d'évaluation qui sont complétées par les enseignants au fil du projet et qui sont communiquées évidemment aux étudiants, par une épreuve post-projet qui correspond aux objectifs et aux compétences visées. Donc évidemment, si on décide de faire une épreuve à la fin du projet, donc le produit a été réalisé, délivré, communiqué, et puis on décide quand même d'évaluer les objectifs d'apprentissage mis en place et visé. À ce moment-là, on fait une épreuve, mais il faut bien que cette épreuve corresponde à ce qui a été travaillé durant le projet. Ça, c'est pas toujours évident et ça passe parfois un peu à la trappe, cet aspect-là de cohérence. Et on peut évaluer par le feedback sur la production qui est rendue par les commanditaires ou les partenaires du projet, évidemment. Très important parce que c'est probablement celle qui est la plus concrète et réelle pour les participants. Voilà. Alors la dernière dia est une dia qui reprend toutes les références sur lesquelles nous nous sommes basés. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre intervention. J'aimerais revenir sur votre définition du projet. Je ne sais pas si on peut repasser la dia. Et par-delà de la pédagogie par projet. Ce que vous entendez par pédagogie par projet. Et donc c'était la première dia. C'est la toute première dia. Voilà, ensemble d'opérations accomplies par plusieurs acteurs qui visent une réalisation précise dans un contexte particulier et dans un laps de temps déterminé. Dans cette définition, n'intervient pas du tout l'aspect lié à l'initiateur du projet. C'est clair que l'initiateur du projet, ça va toujours être le prof qui va lancer une situation. Maintenant, le projet, me semble-t-il, tel qu'il nous a été présenté ici par les intervenants précédents, c'était plus le projet du prof que le projet des étudiants. Initialement, moi je suis de la vieille école, un projet, dans le cadre de la pédagogie par projet, devait venir de l'étudiant ou des étudiants. Donc à partir d'une situation de départ, question était posée, que pourrait-on faire? Et arrivait toute une série de suggestions, d'idées, parfois certaines plus fois que d'autres, parfois d'autres très sérieux. Et à partir de ces idées venant des étudiants,
le groupe choisissait ce qu'il décidait de mettre en place par rapport à la situation de départ amenée par le prof. Il me semble ici que dans le projet présenté par les profs précédents, il me semble ici que c'est le prof qui a amené l'idée de départ et ce à quoi il faudrait arriver. Donc il y avait les contraintes en Islande, comment pourrait-on les représenter? Donc c'est clair qu'il fallait aboutir à une production pour présenter les contraintes en Islande, pour présenter l'urbanisme à Los Angeles. Et la raison pour laquelle je suis ici, justement, c'était pour voir si, dans l'enseignement supérieur, on ne pourrait pas justement revenir à cette vraie définition du projet. Je dis dans l'enseignement supérieur parce que j'étais jusqu'il y a peu dans l'enseignement secondaire où je pouvais mener de vrais projets. Dans l'enseignement professionnel, c'est clair, plus libre au point de vue programme. Donc voilà, cette définition, me semble-t-il, n'est qu'une définition du projet parmi d'autres. Et c'est clair que c'est le prof qui arrive avec son projet et les étudiants s'investissent plus ou moins en fonction du fait qu'ils adhèrent ou pas au projet du prof. Ne pourrait-on imaginer revenir à des projets initiés par des étudiants? Voilà ma question. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, par rapport à la définition, effectivement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a choisi délibérément une définition qui est assez englobante, parce que je pense que ce que vous évoquez comme type de projet est effectivement aussi un projet, tout comme la réponse à une demande, comme le projet qui a été présenté dans l'exemple, ou comme ça se fait peut-être dans des types de formations plus entrepreneuriales où on va répondre à une vraie demande d'un commanditaire, sont aussi des projets. Donc je pense que les deux entrent dans cette définition du projet, et ça c'était un choix intentionnel de notre part. Alors, concernant votre réaction, mais je pense que ce type de projet est aussi possible. C'est pas l'exemple qu'on a présenté ici où on voit effectivement clairement que le cadrage proposé par les enseignants oriente déjà très fort le projet. Maintenant, je pense que ce type de projet est aussi possible. Je pense à l'exemple qui va être présenté tout à l'heure, on peut aussi donner une thématique aux étudiants dans laquelle la production attendue sera moins définie que le projet qui vous a été présenté ici, où effectivement, on sait que le produit attendu est une évaluation, une épreuve qui va devoir être réalisée par les étudiants. Je pense que d'autres exemples vont pouvoir illustrer des projets où la production est beaucoup moins définie que le premier exemple ici qui vous a été donné. Donc je pense que les témoignages vont aussi vous donner d'autres pistes à ce niveau-là. Et j'avais une autre idée en tête que j'ai perdue. Oui. Peut-être plutôt pour répondre à la question de est-ce que c'est vraiment un projet au sens où, personnellement, je vois davantage l'idée de projet autour du comment j'arrive au produit final que le choix du produit en tant que tel. Et donc, personnellement, moi, je considère que c'est un projet par le fait que les étudiants sont amenés à définir comment on y aboutit, plus que le produit en tant que tel. Oui. Oui, et enfin pour moi en tout cas c'est aussi le projet. Voilà. Je pense que c'est vraiment le curseur. Et en une minute, il me semble que l'importance que ce soit les participants, les apprenants qui définissent l'objet, le produit, c'est surtout la motivation, donc c'est pour qu'ils s'impliquent, pour que ça leur appartienne. Et c'est bien pour ça que je disais tout à l'heure que le continuum l'accent mis sur l'adhésion des participants est important. Donc ici, ils mettent en place, donc Gaëtan et Grégory mettent en place toute une série d'éléments qui permettent l'adhésion des apprenants, qui n'est pas centré sur le choix du produit, mais qui concerne d'autres éléments. D'accord ? Donc, il gère l'adhésion, la mobilisation des apprenants par d'autres stratégies que par le choix de la production. Voilà, mais de toute façon, vous allez avoir d'autres exemples tout de suite, puisqu'on va laisser maintenant la place aux différents témoignages. Donc, je vais donc inviter mes collègues Sylvie Baudard et Dominique Corbel à venir vous présenter un autre type de projet qui va certainement enrichir encore ces représentations.